Tiers-livre, outil du roman, on est le 9. Je commence toujours par répéter un peu les mêmes choses, ça me met dans l'ambiance. La première chose, on va doucement, parce qu'on a une trentaine d'exercices à faire, donc le temps de faire des petites choses très précises. Est-ce que ces petites choses très précises, ça vous débloque un roman de 400 pages? Non, c'est l'idée de se contraindre sur des choses artificielles, exercices, mais qui font la main. Ça veut dire simplement que quand on revient à ce qui se passe là, parce qu'on écrit, qu'on s'en va dans l'intuition, qu'on s'en va vers sa propre nécessité, eh bien, on soit un petit peu mieux armé, on soit tout simplement un peu plus libre. Idem sur la question du rythme. On va faire un voyage d'au moins 3 mois. On en est à peine au premier tiers. On a commencé il y a moins d'un mois. En tout cas, donc on est à peu près 9e proposition sur, disons, 30. Je ne sais pas combien il y en aura, c'est pas très grave. L'important pour moi, c'est d'avancer. Ensuite, chacun va à son rythme, chacun fait sa progression. Peu importe que vous alliez vite, peu importe que vous alliez lentement, je pense que c'est bien de respecter un petit peu cette progression par laquelle chaque figure naît en gros de la précédente, mais ça aussi, c'est très libre. Toutes ces précautions de langage, pourquoi? Attendez, je vais là, dans mes étagères. Je vous l'avais dit, l'idée c'était un petit peu de rejoindre les pistes du creative writing à l'américaine. Est-ce qu'elles ont une supériorité? Non, il y a même beaucoup de choses que je leur reproche. Par exemple, si vous allez dans les facs, les MFA, vous en avez un de roman, un de poésie, un de non-fiction, un de chansons, etc. Je pense que dans notre approche française, on n'est pas du tout là. Cette question de la poétique de la prose, cette question de la liberté du genre, de la même façon qu'on ne divise plus en dehors de l'université la littérature par siècle. Bon, on fait notre chemin. Par contre, je crois que c'est sur cette idée de pratique qu'ils ont à nous apprendre, cette idée d'une humilité de la pratique. Est-ce que nous, ça nous est facile? Non, justement, c'est peut-être ça. C'est peut-être là où il est en train de se passer quelque chose dans notre atelier. On accumule de la matière, précisément parce qu'on explore une petite parcelle, un tout petit filon, puis ensuite on va en explorer un autre. Simplement, justement parce que c'est disjoint, ces petites choses qu'on découvre ici, ces petites choses qu'on découvre là, eh bien, elles grossissent isolément. Elles fabriquent isolément une espèce de cavité où s'installent, pour chaque participant, des espèces de transversales, des petits fils d'un creusement à l'autre. Et c'est dans cet espace qu'on est en train de creuser qu'il y a le terme à venir de l'atelier. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la fiction. Alors, je reviens à John Gardner. Je sais pas, on en a déjà parlé bien des fois. J'avais oublié celui-ci. Raymond Carver. Vous voyez les nouvelles de Raymond Carver? C'est quelque chose. Eh bien, la première fois que ce type, qui avait travaillé dans des stations-service, qui avait fait bûcheron, etc., ose entrer dans une université avec 4-5 feuillets serrés dans sa poche, il croise ce type-là, John Gardner. Et c'est là, tu vois dans ton texte, il y a ci, il y a ça, il revient la semaine prochaine. Ça, c'était le rapport individuel. Et 10 ans plus tard, Raymond Carver fait lui-même ses premières sessions de creative writing. John Gardner, je me suis même procuré, parce que jusque-là, je m'en étais tenu à lire son travail de creative writing. Non, je suis passé aussi aux nouvelles. C'est quelqu'un pour qui, ça va, on peut avoir de l'estime. Je m'en suis expliqué souvent, j'adore ce livre parce qu'il n'est pas normatif. Il fait des suggestions, mais il explique bien que ça ne suffit pas de ça pour que la littérature advienne, que ça ne se passe pas là dans la tête. Mais à la fin, on a ce chapitre merveilleux où il s'agit de 30 exercices d'écriture qui sont des exercices à faire soit collectivement, soit individuellement. Il y a deux sections. Regardez par exemple. Chapitre 7, Plotting. Vous sauriez traduire, vous, ça? Plot, c'est le sujet. Assujettir, ça va pas, non. Se sujettir, non, ça irait pas non plus. Sujeter, comme projeter. Inventer son sujet,
de littérature. Bon, il va nous apporter plein de choses. John Gardner. Ce livre n'est toujours pas traduit en français. Je suis un éditeur dans le coin, parce que le problème d'achat de droits et tout ça, moi, c'est pas trop mon truc. Mais je crois que ça vaudrait le coup de s'y lancer. On a déjà zoné dans ces 30 exercices. Et là, ça va être très simple. Parce que Exercise, page 195, 196, 197, et là, j'arrive à 2 exercices individuels. Et c'est là il y a une introduction de 2 pages, et c'est juste ensuite qu'ils commencent à se numéroter de 1 à 30. Et vous voyez que 1, c'est un truc en 6 lignes, 2, 3, on l'a déjà fait, et puis ensuite, ça se décompose. Tout d'un coup, ça diffracte. 1, 2, 3, et puis vous avez, en 2 lignes, 4A, 4B, 4C, 4D. J'exagère parce que le 4A est en 2 lignes et demie, le 4B en 2 lignes, le 4C en une seule ligne, le 4D en 5 lignes. Alors il propose 4 exercices. Pourquoi il met 4A, 4B, 4C, 4D ? Eh bien, c'est là où nous, on va entrer. C'est-à-dire, quand on a commencé ce cycle, ce que j'ai découvert moi, c'est que John Gardner, il m'intéressait parce que dans cette brièveté, cette concision, il n'y avait que des plaques glissantes. Et jusqu'ici, écrire dans l'amplitude roman ou écrire dans l'amplitude nouvelle sur un même thème, quitter la ville, on l'a fait. Écrire soft ou écrire dur sur un même thème, on avait choisi juste être seul, on l'a fait. La question du narrateur omniscient, lui, c'est juste là-dessus qu'il posait l'accent. Qu'est-ce que ça nous a offert ? Alors c'est pour ça que je parlais d'humilité. On va faire le 4A, 4B, 4C, 4D. Je suis gentil. Faites-en 3 sur les 4. Ça me suffira. Et puis déjà, on vient de faire tout ce truc sur le travail sur le décor. Je vais demander 4 intérieurs, 4 extérieurs. Et vous voyez, il y en a plein qui sont au mastic en ce moment, qui vont dire « Oh, déjà la 9 alors qu'on est à peine sorti de la 8 ». Bah oui, mais justement, ça s'appelle Dans le décor 2. Alors attention, si vous êtes encore à travailler la 8 dans le décor 1, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo, faites la 8, envoyez-moi la 8, et ensuite vous revenez, vous reprenez la vidéo là où on en est. D'accord ? C'est pas un truc à faire avant d'avoir fait la A. Vous savez le truc qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Faut d'abord un peu casser les œufs pour faire l'omelette. C'est pour ça que je vous demande très sérieusement, très humblement, de faire d'abord l'exercice dans le décor 1, avant de passer à la 9, dans le décor 2. Et je suis hyper précis aujourd'hui. Ça veut dire quoi, mon baratin ? Ça veut dire qu'on va se prendre, là vous venez de me faire 4 intérieurs, 4 extérieurs. Quel bonheur ! Eh ben, dans ces 8 paragraphes, dans ces 8 incises, dans ces 8 fragments, qui sont uniquement des constructions spatiales, mais où il n'y a pas de personnages, puisqu'on était uniquement sur des scénographies de lieux, je voudrais que vous choisissiez celui qui vous semble le plus apte à être le plus en affinité avec ce qui vous porte à l'écriture, le plus en affinité avec, là vous pensez qu'il y a du secret, là vous pensez qu'il y a du mystère à lever, là où vous pensez qu'il y a quelque chose à respecter, quelque chose qui n'est pas vous, quelque chose qui est hors de vous. Et c'est facile, vous en avez fait 2 séries de 4. Il y en a forcément un sur les 8 qui est porteur. Et c'est pour ça que j'insiste bien que ça vaut le coup de se confronter à la 8 avant de passer à celle-ci. Et d'avoir bien fait ce choix, c'est-à-dire ce que je vous ai demandé dans le décor 1, c'est de pousser les lieux dans leur monde, chacun disjoint, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Et c'est précisément parce qu'ils sont disjoints et qu'on les a accumulés que là, vous allez pouvoir laisser en venir un des 8 et vous appuyer dessus. Sinon, ce serait mécanique, vous comprenez, si vous n'avez pas fait tout l'ensemble. Bon, évidemment, il suffit de prendre un lieu, le décrire,
prendre un carrefour, on va y revenir plus tard, puis ça y est, on est au carrefour, et puis on fait la même chose. Qu'est-ce qu'il propose, Gardner? Il fait exprès, justement. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on le prend, non pas à l'envers, mais on respecte cette espèce de chose vicieuse qu'il nous donne. 4b. Décrire un lac. Bon, il n'y a rien de plus stéréotype, il n'y a rien de plus archétype, mettez tous les types que vous voulez. Tel que vu par un jeune homme qui vient de commettre un meurtre. Ne pas mentionner le meurtre. Vous avez pigé? Peu importe le lac, est-ce qu'on le retrouve? Dans le 4A, Gardner dit décrire un paysage, pas plus. Paysage extérieur, intérieur. C'est pour ça que moi, ça m'est un peu égal. Si c'est un intérieur avec fenêtre, si c'est un intérieur... personnage replié, crispé sur sa table ou à attendre dans sa chaise. Bon, il y a ça dans Grandes Espérances de Dickens. Le 4C, on revient, décrire un paysage. Vous voyez, c'est exprès le plus vague possible. Nous, ce vague, c'est bien, on a de la matière pour le remplir. 4C, décrire le paysage vu par un oiseau. Est-ce que c'est la question de la vue aérienne, de la vue verticale? Ça, c'est formidable. On l'a fait sur la ville aussi, cette chose. Prendre le paysage par la verticale. Prenez Google. En quoi Google Earth est une mine à fiction majuscule. Ou en travail de peinture, avec, par exemple, Philippe Cogniet travaille avec des choses de Google Earth. Donc, il y a la question de la verticalité, peut-être. Mais l'oiseau, il est gros comment son cerveau? Sa petite cervelle d'oiseau. Ah, t'as une petite cervelle d'oiseau. C'est beau dans notre langue courante, cette petite formule. Elle n'a rien de méprisant par rapport aux oiseaux. Moi, je crois que c'est ça qu'il veut nous dire, Carver. T'as le paysage, mais si tu fais abstraction de ta pensée, si tu fais abstraction de ta capacité autoréflexive, si tu fais abstraction de ce que tu as appris, de ce que tu as mémorisé, si tu fais abstraction des mots que tu portes, comment tu le décris, ce même paysage? C'est-à-dire, vous prenez la fenêtre, ou la place, ou ce que vous voulez, la route, ou le pont, ou n'importe quoi, des choses beaucoup plus urbaines, telles qu'elles étaient dans le 8, planter le décor 1, et puis simplement, vous le reprenez, mais du point de vue de l'énoncé, on rend totalement le plus transparent possible l'instance de l'autoréflexivité. Et là, vous dites, ce Carver, il a quand même inventé un sacré truc. Je reprends. Donc, le 4D, là, c'est décrire un bâtiment. Bâtiment, maison, immeuble, etc. Ce que vous voulez. A building, quelque chose qui a été construit. Décrire un bâtiment vu par un homme dont le fils vient d'être tué à la guerre. Mais ne mentionner ni le fils, ni la guerre, ni la mort, ni ce que recherche le vieil homme. Puis décrire le même bâtiment avec le même temps, bon, c'est weather, donc c'est le temps, c'est la météo, à la même heure du jour, mais vu par un amoureux dans son bonheur. Ne mentionner ni l'amour, ni l'aimer, ni le bonheur. Et là, je crois que 4A, 4B, 4C, 4D, on a ce qu'il nous faut, plus que suffisamment. 4A, décrire un paysage tel que vu par une vieille femme dont le vieux détestable dégoûtant mari vient enfin de mourir. Ne mentionner ni le mari, ni la mort. C'est là où il nous piège. C'est-à-dire qu'on va avoir le paysage et on va faire des variations de narration sur le même décor. Bon, je reprends quand même un petit peu là, dans 3 minutes, mais 4B, décrire un lac vu par un jeune homme qui vient de commettre un meurtre. Bon, évidemment, Raskolnikov, crime et châtiment. Mais ne pas mentionner le meurtre. Où est-ce qu'il entre, Raskolnikov, quand il descend après avoir tué la vieille usurière et puis sa sœur simple, belle personne, Elisaveta? Il entre dans un appartement où il se cache. Cet appartement que viennent juste de rénover les peintres, justement ceux qui remontent à l'étage, qu'il ne doit pas croiser. Donc quand il dit ne pas mentionner le meurtre, c'est précisément encore là, la situation narrative même de crime et châtiment au début. 4C, décrire le paysage vu par un oiseau, ne pas mentionner l'oiseau. Donc c'est pas la question de la verticalité, c'est ne pas mentionner comment, mentalement, s'origine le point d'articulation de la description. 4D, où là, Gardner redonne. Bon, tout ça, c'est dans le site, hein, vous savez où le piocher. 4D, il lâche un peu ses bêtes, il rassemble le 4A, 4B, 4C dans la même chose, c'est-à-dire qu'on décrit un bâtiment, mais le même bâtiment va être décrit par 2
points de source, de focalisation narrative qui, psychologiquement, sont chargés différemment. C'est-à-dire, elles sont lestées d'elles-mêmes, chacune. D'un côté, ce pauvre homme dont le fils vient de mourir à la guerre, donc tout le tragique, tout ce qu'il peut y avoir de fatal dans le destin des hommes, et d'erratique, et d'arbitraire. Mais c'est les mêmes poutres, c'est le même bâtiment. Or, le bâtiment, il est en construction. Gardez bien ça, d'ailleurs, ça pourrait aider. Puis en plus, comme il y en a plein qui trichent, là, qui écoutent et qui n'ont pas fait le 8, mettez d'emblée un petit truc en construction dans votre 8. Et puis, de l'autre côté, le même bâtiment, construction, immeuble, des grues, pas rien, c'est n'importe. Mais vu par quelqu'un qui aime. Mais simplement, on ne le mentionne pas. C'est-à-dire que la charge qui leste le point d'énonciation va être dans des rapports totalement extrêmes. Et moi, je vous demande d'en choisir 3. Lui nous donne des exemples qui sont aussi stéréotypes et archétypes que la proposition paysage, bâtiment, lac. Vous allez choisir dans vos 8. Juste ce que j'ajoute, c'est ce 8, les 8 fragments que vous allez choisir dans votre exercice 8, en choisir un qui vous semble plus énigmatique. Peut-être même simplement plus à distance, plus libre. Mais en tout cas, c'est celui-ci que vous allez insuffler. Une fois ce paysage qui est là, nous, dans le 8, qu'est-ce qu'on faisait? On avait simplement une représentation scénographiée, un décor. Eh bien, on reprend ce lieu, extérieur, intérieur, mais en faisant varier, on va le reprendre 3 fois le même lieu, 3 fois le même décor, exactement. C'est ce principe de la variation. Si en musique vous n'aimez pas les Diabelli de Beethoven, si en musique vous n'aimez pas les Goldberg de Johann Sebastian Bach, bon, laissez passer l'exercice. Et ce principe de la variation en littérature, il est extrêmement actif aussi. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est une variation de cette charge dans la même traversée objective d'un point de vue. Et point de vue, est-ce que vous connaissez ça? Si vous le trouverez facilement, et si vous ne l'avez pas, dites-moi, je le rajouterai dans les matériaux à disposition de tout le monde. La vue de Raymond Roussel. Un livre fantastique, un des plus grands livres que je connaisse. C'est quoi La vue? C'est sur un boulevard parisien, sur la promenade des Anglais à Nice, au 3e, je ne me rappelle plus, où c'est simplement, je suis immobile dans mon champ de vision et je décris tout ce qui traverse mon champ de vision. Raymond Roussel, La vue. Là, on est dans quelque chose où le narrateur n'intervient que le moins possible. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec. On décrit la 2 chevaux, l'autobus, les 2 bonnes sœurs, les sensations au café qui refroidit, etc., etc. Là, donc ça, c'est ce qui est défini, ce qui est posé. Mais nous, on n'est pas chez Georges Perec et on n'est pas chez Raymond Roussel. On choisit ce point de vue, là, on s'y accroche avec les mains, parce que vous l'avez déjà écrit, donc c'est pas gratuit. On s'en saisit parce qu'il est déjà là. Il est déjà venu à travers vous. On va honorer le fait que cette chose-là soit venue chez vous. Et vous voyez bien la diversité des approches, des textes. Tout ça pourquoi? Parce que si c'est le même lieu, rien n'empêche que ces 3 personnages, vous les preniez à des époques totalement différentes. Regardez les Géorgiques de Claude Simon. La terrasse, la rambarde sur la terrasse, le paysage qui n'a pas changé, mais c'est celui qui, autant révolutionnaire, élabore ou fait construire cette terrasse. C'est l'homme mûr qui aura bientôt le prix Nobel, qui maintenant écrit l'histoire de sa famille et l'installe comme ça. Mais c'est aussi son père, juste avant de partir dans la mobilisation de 1914 et de mourir 3 jours plus tard. Donc ce paysage-là, évidemment, ce serait facile de dire un personnage il y a 200 ans, un personnage il y a 40 ans, et là maintenant dans le présent, mais il y a une petite nuance. C'est que c'est juste la façon de dire qui va changer. Cette variation, peut-être même que, je sais qu'il y a des fortes têtes, et sinon ce serait triste nos ateliers, peut-être qu'il y aura forcément une personne parmi les contributeurs et contributrices qui me dit « Attends, je vais lui coller 5 fois le même paragraphe. » Et puis justement, si un paysage est tellement
indépendant de celui qui l'énonce. Mais là encore, ça va être quelque chose de totalement différent. Je reprends mon Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing, traduit chez JBE Éditions. Le traducteur a appelé ça l'écriture sans écriture, du langage à l'ère numérique. Mais là, il y a des tas de choses comme ça. C'est-à-dire que si vous répétez toujours le même fragment de texte, mais que le protocole vous indique que chaque fois, c'est un personnage différent. Vous-même, lisant ce même fragment, mais sachant que ça émane d'un descripteur, d'un point de description différent, vous allez restituer la variation. Bon, on va pas aller jusque-là, hein. Moi, je vous invite à quelque chose de beaucoup plus simple, humble. Rappelez-vous qu'on a fait dans la 6 et la 7 des gammes. Ça tient aussi de l'exercice de gamme. C'est-à-dire, choisissez intérieur ou extérieur, quelque chose que vous avez dans la 8 installé de façon purement narrative. Mais ce narratif que vous teniez à distance, dans l'objectivité de la scénographie, là, on l'installe dans un point d'énonciation dont vous seul êtes titulaire de la charge émotive, affective, temporelle, et à vous de jouer. Alors pensez bien, là, j'ai commis un meurtre, je regarde le rivage, c'est la hécube d'Euripide. On est devant l'éternité des vagues, l'éternité de la plage, et la mère dépose à ses pieds le cadavre de son fils. Et cette image du plus haut tragique, on va la retrouver, y compris il y a 2 ans, avec ce petit corps de gamin déposé sur le sable aussi. Oui, ça peut nous emmener extrêmement loin. C'est-à-dire, pensez à Été 80 de Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'elle voit dans son intérieur des Roches Noires à Trouville? La plage, bord de mer, les cargos qui ravitaillent le Havre avec le minerai ou le pétrole, et puis la colonie de vacances qui tous les jours à la même heure passe devant elle sur le sable. Et à travers ça, eh bien, c'est les attentats aux Jeux Olympiques, c'est la famine en Afrique, c'est la guerre civile en Amérique latine, c'est la révolution de Pologne, et tout ça, là, elle nous en informe. Mais nous, on n'a pas le droit. Et Duras, elle l'avait bien compris, ça. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est le ciel, la ligne d'horizon, la frange de mer, le sable. C'est chaque fois la même chose. Simplement, qui il décrit? Il parle d'un oiseau, c'est la mouette. Elle en pense quoi, la mouette? C'est ce brave homme dont le fils est en tôle. Qu'est-ce que vous en savez? Ou c'est ce jeune type qui s'en veut de ce qu'il est devenu ou pas devenu? Il vient de commettre un meurtre. Le meurtre, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. Mais qu'il énonce depuis une honte ou une culpabilité? Simplement, il n'y a rien des 3 narrateurs, narratrices que vous allez choisir dans leur point de vue humain, subhumain, inhumain, surhumain, abhumain, que nous puissions arriver à comprendre. Simplement, il y a ce même décor issu de vos exercices de la 8 que vous reprenez avec 3 positions d'énonciation qui, pour nous, seront totalement impossibles à deviner. Par contre, c'est là la question. Qu'est-ce qu'il advient de l'écriture? Et c'est pas par hasard que ce mec-là nous emmène ici. 4A, 4B, 4C, 4D. On augmente notre liberté de main. Pas plus, ni moins. Et vous voyez que d'exercice en exercice, mine de rien, maintenant qu'on arrive au premier tiers, qu'on fait étape par étape, il y a du lourd qui s'amorce. Et n'oubliez pas le petit codicille à la fin, ultra précieux. À plus que bientôt, hâte de vous lire, bonheur de vous lire. Et là, ça fait 1 mois que ça dure.